l'ADN. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ADN. Donc oui, c'est une molécule dont vous avez déjà entendu parler. On sait que c'est relié à l'information génétique, mais on va voir un petit peu comment que ça marche. Donc, bon visionnement. Voici une cellule animale. Donc, vous avez déjà étudié les cellules animales et les cellules végétales. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations ici. Parce qu'il y a des choses que vous avez vues, mais il y a des choses que vous n'avez pas vues. Donc, notamment, ce que vous avez vu qu'il y avait un noyau. Ça, c'est mon numéro 2. Et le noyau est entouré d'une membrane nucléaire. Et la membrane nucléaire, elle permet de contenir ce qui est dans le noyau et elle permet également de faire les échanges, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir du noyau. Vous avez probablement aussi entendu parler de mitochondries, donc le numéro 9 qui est ici. Les mitochondries, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la respiration cellulaire. Et la respiration cellulaire, lors de ce processus-là, la mitochondrie va prendre l'oxygène et du sucre et va littéralement le brûler pour produire de l'énergie qui va nous être utile à nous et à nos cellules. Vous avez également, numéro 10, le numéro 10 il est ici, vous avez des vacuoles. Donc les vacuoles, c'est surtout visible pour les cellules végétales où on a des grosses vacuoles qui contiennent en fait des réserves surtout d'eau. Il y a aussi des réserves pour les cellules, dans les cellules animales, seulement ce n'est pas nécessairement de l'eau. Bien souvent, ça va être des réserves de graisse ou d'autres sortes de réserves, mais c'est une réserve qui est à l'intérieur de ma cellule. Vous avez également le numéro 11, le liquide qu'on appelle du cytosol. En fait, vous avez probablement ou possiblement appelé ça du cytoplasme. C'est pas tout à fait faux. Le cytoplasme, en fait, le cytosol, la partie vraiment liquide, c'est une partie du cytoplasme. Bon, ok, donc c'est relié. Et vous avez vu qu'il y avait une membrane cellulaire, le numéro 14, qui entoure la cellule, qui permet de garder tout ça ensemble, d'une part, et aussi de faire les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Donc, à ça, je vais rajouter certaines composantes, dont le nucléole, donc le numéro 1, le nucléole, qui est au centre du noyau. Je rajoute également ribosome. Okay. Qu'est-ce qu'un ribosome? Ce sont les petits points ici. Donc, le numéro 3, ce sont tous les petits points ici. Et les ribosomes servent à faire la lecture de l'ARN messager, qui est une des petites molécules qui sont en lien avec l'ADN. Et en faisant la lecture de ces parties-là d'ARN messager, les ribosomes viennent à faire la synthèse de protéines, de certaines protéines. Donc ça, c'est le rôle de ces choses-là que je rajoute cette année. Je rajoute ici le 13, les centrioles, qui vont jouer un rôle lors de la division cellulaire. Donc, comme on va en parler, j'ai décidé de l'inclure. Évidemment, il y a d'autres choses, et puis je vais les nommer sans vraiment insister cette année là-dessus, mais bon, ça fait partie de la cellule, c'est quand même important de savoir qu'il y a plein de choses. Il y a des vésicules, donc comme le numéro 4 ici, les vésicules servent à faire le transport à l'intérieur de la cellule et à échanger avec l'extérieur aussi de la cellule. On a, ça c'est compliqué, le réticulum endoplasmique rugueux, ou le RER, qui est la partie 5 ici. Donc ce truc-là. Et c'est ça qui va contenir les ribosomes et qui va servir, entre autres, à modifier certaines cellules qui sont produites notamment par les ribosomes. On a ensuite au numéro 6, le numéro 6 qui est ici, quelque chose qui s'appelle l'appareil de Golgi. Donc l'appareil de Golgi va jouer un rôle dans la modification et le tri des molécules et va produire un autre truc qui s'appelle les lysosomes. Okay, on n'a pas fini, les lysosomes. Et vous avez ensuite c'est pas évident, là, mais vous avez le cytosquelette. En fait, c'est qu'à l'intérieur, ici, du cytoplasme, il y a des fibres qui viennent jouer un rôle structurel, donc comme durcir un petit peu la cellule, donc le cytosquelette. C'est comme un squelette, c'est des os, ça garde le corps, mais il y a un petit peu la même chose pour une cellule, sauf que c'est des petites fibres là, qui jouent le rôle au niveau de la structure. Le numéro 8 qui est ici,
c'est ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique lisse, donc REL, par opposition à RER. Okay? Et là aussi, ça va jouer un rôle dans la synthèse de certaines molécules. On a également le 12, je pense que c'est le dernier numéro, le 12 qui est ici, qui c'est les lysosomes. Donc, ils vont jouer un rôle lors de la digestion intracellulaire et le recyclage des composantes ou des déchets là, à l'intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est notre cellule animale. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur du noyau. C'est là qu'on a l'information génétique. Et c'est là qu'on va mettre l'ADN. Et l'ADN, ça vient de A, D et N pour acide désoxyribonucléique. Un mot un petit peu compliqué. Et c'est une grande molécule. Et là, je vous en montre juste une partie. Donc, c'est une molécule, en fait, qui peut être immense. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et ça contient l'information génétique d'un être vivant. Et ça va permettre à cet être de se développer et de fonctionner. C'est composé d'abord, si vous voyez, il y a une espèce de chaîne ici sur le côté qui est, vous allez voir que ça, je vais faire ressembler ça à une échelle et c'est comme si vous avez les côtés de l'échelle. Okay? Donc, les côtés de l'échelle qui sont l'armature, donc c'est une armature de phosphate désoxyribose. Donc, en fait, désoxyribose parce qu'il y a un sucre là-dedans. Et le phosphate, il y a un groupement phosphate qui est ici. Donc, et tout ça sont connectés. Ils sont tous connectés comme ça. Et les barreaux de mon échelle, ça peut être comme mes barreaux, ce sont des bases azotées faiblement liées. Donc, il y a une liaison faible et c'est pour ça qu'il y a des petits pointillés. Et ces choses-là ici, c'est ce qu'on appelle des bases azotées. Donc, ça, c'est mon armature et ça, ce sont mes bases azotées. En fait, tout ça, ce sont des bases azotées. Donc, une fois, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, cette échelle-là, elle se trouve à être torsadée. Donc, dans la vraie vie, elle va plus ressembler à ça. Donc, j'ai une espèce j'ai mes armatures sur les côtés et j'ai des barreaux d'échelle qui sont formés de mes bases azotées. Et ça, c'est ma molécule d'ADN. Et là, c'est évidemment juste un petit, minuscule bout qui est montré. La réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Vous remarquerez que des bases azotées, ils sont au nombre de 4 sortes. J'ai des verts, des roses, c'est pas tout à fait rose. J'ai rouge et plutôt, là, je l'ai mis ici en espèce de bleu-violet. Donc, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Donc, ce sont les 4 sortes de bases azotées pour ma molécule d'ADN. Il n'y en a pas d'autres. Et ce sont la façon dont on va venir aligner ces différentes bases qui va contenir, en fait, qui va servir de code pour l'information génétique. Bon, l'adénine, en passant, est toujours connectée avec la thymine, la cytosine, toujours connectée avec la guanine. Donc là, ici, adénine, thymine. Si je vais plus loin, thymine, adénine. Donc, ils sont toujours connectés. L'ordre peut changer, mais ils sont toujours connectés. Et la même chose entre la cytosine et la guanine. Bon, donc, une fois que le généticien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la molécule d'ADN, puis il va se mettre à lire quelles sont les molécules qui viennent ici. Et il les lit dans l'ordre. Il regarde un côté, puis il regarde, il y a de l'adénine, puis là, ça pourrait être, là, c'est n'importe quoi qui est marqué, mais il y a de l'adénine, de la thymine, la guanine, de l'adénine, la thymine, la cytosine, de l'adénine. Bon, éventuellement, quand j'ai suffisamment de ces lettres-là, qui en fait sont des molécules, à partir d'un certain moment donné, ça va former ce qu'on appelle un gène. C'est-à-dire que ça va être une portion de l'ADN qui va vraiment représenter le code pour une caractéristique précise de l'organisme. Est-ce que c'est le gène de ceux qui ont des gros nez, le gène pour telle ou telle maladie, telle ou telle action? C'est codé de cette façon-là. Et lorsque j'en ai suffisamment des lettres pour représenter une caractéristique précise, on parle à ce moment-là de gène. Si on regarde l'ensemble des gènes d'une espèce, à ce moment-là, on va appeler ça le génome. Donc, c'est plutôt récent dans l'histoire des sciences, mais maintenant, on a fait le séquençage. Littéralement, on est allé lire l'ensemble de ces molécules-là pour l'être humain et on trouve quelque chose
de l'ordre de 23 000. Bon, est-ce que c'est exactement 23 000? Là, je ne sais pas exactement, mais c'est autour de 23 000 gènes, ce qui est à peu près la même chose que la plupart des animaux. Donc, par exemple, un poulet a à peu près le même nombre de gènes que nous. Même si on pense qu'on est super évolué, ben un poulet, a le même nombre de gènes que nous. Et en fait, on a moins de gènes que certains végétaux, comme le maïs. Donc, le maïs possède plus de gènes que nous. C'est un petit peu intimidant, mais ça reste que c'est ça. En fait, c'est juste pour vous dire que c'est compliqué. C'est pas juste le nombre de gènes qui détermine la complexité d'une espèce, mais c'est aussi l'agencement et comment on met à profit ces gènes-là. Donc, comme je vous l'ai dit, l'adénine est toujours collée avec la thymine, la cytosine toujours collée avec la guanine. Ce qui permet quoi? Ce qui permet de défaire cette molécule-là. Donc, pour avoir accès à l'information, on va être obligé d'ouvrir la molécule. Donc, soit c'est nous qui le faisons en lisant les gènes, le génome, ou c'est la molécule qui se sépare elle-même pour aller fournir l'information à des molécules qui vont voyager à l'extérieur du noyau. Donc, comme les liens sont faibles, on est capable d'aller briser, d'aller les briser et éventuellement de séparer les deux morceaux d'ADN. Évidemment, je n'ai pas tout représenté la molécule parce que c'est beaucoup trop gros. J'ai juste une petite portion. Donc, une fois que l'ADN comme ça est séparé en deux brins, parce qu'il y a deux armatures, il y en a une à gauche, il y en a une à droite, bien, à ce moment-là, je peux venir reconstruire la partie manquante. Et comme il y a toujours une thymine qui se colle à l'adénine, une guanine qui se colle à la cytosine, une adénine qui se colle à la thymine, etc., bien, je peux facilement venir répliquer la même partie que j'avais. Je suis capable de la répliquer et de refaire mon lien que j'avais. Et à ce moment-là, si je le fais avec mes deux brins ici, d'ADN, ben je me ramasse avec deux molécules d'ADN plutôt qu'une. Donc, j'ai fait la duplication ou la réplication de ma molécule d'ADN. Vous allez voir que ça va être important lors de la division cellulaire. OK? Donc, vous avez sans doute parlé lors des années passées de chromosomes. Donc, qu'est-ce que c'est un chromosome? Ben, en fait, c'est la façon avec laquelle l'ADN va s'organiser au moment de la division cellulaire. Donc, l'ADN, les espèces de brins, qui autrement va s'appeler de la chromatine, des espèces de filaments perdus là, dans le noyau de la cellule. Mais lorsque vient le temps de faire la division cellulaire, ça va se condenser, ça va ressembler un petit peu à ça, et on va appeler ça un chromosome. Okay? Donc, j'ai un chromosome comme ça, et chaque partie, c'est ce qu'on appelle des chromatides, en passant. Une cellule va contenir plusieurs de ces chromosomes-là, et donc, chez l'être humain, une cellule normale aurait 46 chromosomes, et des cellules qui possèdent deux exemplaires de chromosomes, donc un qui vient du père, un qui vient de la mère, c'est ce qu'on appelle des cellules diploïdes. Donc, une cellule diploïde possède des paires de chromosomes et non pas des chromosomes seuls. Les gamètes, elles, possèdent simplement un exemplaire de chaque chromosome. Donc, dans le cas de l'être humain, ce serait 23 chromosomes. On appelle ça des cellules haploïdes. Les cellules haploïdes ne possèdent pas de paires, possèdent uniquement un chromosome de chaque sorte. Okay? Lorsqu'on aligne tous les chromosomes d'une espèce, comme l'être humain, ben on obtient ce qu'on appelle le karyotype. Donc, l'être humain a 23 paires de chromosomes. Et là, vous avez les paires qui sont regroupées ici. Et si on fait le décompte comme il faut, on arrivera vraiment à 23 paires, donc un total de 46 chromosomes. Ces chromosomes-là sont numérotés et un de ceux qui vont nous intéresser beaucoup, c'est le dernier, le 23e, puisque c'est lui qui va différencier le sexe des individus. Donc, si j'ai uniquement le chromosome de gauche, on va l'appeler le chromosome X. Là, ça n'a pas l'air d'un X, mais lorsque j'en mets deux pareils qui s'organisent comme ça, bien, ça va ressembler à un X. Et j'ai l'autre à côté qu'on appelle Y, mais bon, quand ils se mettent ensemble, ça ressemble plus à un V qu'à un Y, mais bon, on appelle ça Y quand même. Donc, lorsque j'aurai deux de ces chromosomes-là qui ressembleront au X, mais ça sera
le résultat sera une femme. Et si j'ai un X et un Y, ben, ce sera un homme. Okay? Donc ça, c'est la particularité du chromosome 23. Donc, pour résumer cette introduction à l'ADN, ben, on a vu que la cellule animale, dont les cellules humaines, sont assez complexes et il y a vraiment beaucoup de chromosomes et j'ai rajouté certaines composantes par rapport avec ce que vous avez appris les années précédentes. Le noyau de la cellule renferme l'ADN. Donc, c'est là qu'on a l'ADN, qui est une molécule énorme qui contient l'information génétique d'un individu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un individu est un individu? Ben, c'est à cause de son information génétique, c'est à cause de son ADN. Un gène, c'est quoi? C'est une portion de l'ADN qui porte sur une caractéristique spécifique de l'organisme. Donc, c'est juste une portion de l'ADN. Et si je prends tous les gènes, ben, j'ai ce qu'on appelle un génome. Et lorsque on vient le temps de la division cellulaire, ben, l'ADN va s'organiser en chromosomes et l'être humain en possède 46 dans ses cellules diploïdes. Il manque un S, cellules diploïdes. Et il en possède 23 dans les gamètes, okay, les gamètes qui sont des cellules haploïdes.